webinaire, c'est-à-dire le diaporama va vous être attribué, donné sans aucun problème. Quelques mots, je suis neurochirurgien maintenant retraité, ne vous inquiétez pas pour ceux qui pensent qu'un baby boomer de 72 ans pourra encore vous opérer dans la tête. Non, ce n'est pas le cas. J'ai travaillé comme neurochirurgien général à Québec et Montréal, surtout en traumatologie et en neurochirurgie générale, ce qui explique, entre autres, la traumatologie et aussi la neurochirurgie de façon générale, ce qui explique mon intérêt depuis 1980, je dirais, sur, un, l'acharnement thérapeutique, puis deux, sur le suivi et le devenir des patients qui sont cérébro-lésés de façon grave, et aussi, bien évidemment, par la force des choses, finalement, l'aide médicale à mourir. Je suis président de l'Association québécoise du droit de mourir dans la dignité depuis 2014. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et je suis prestataire d'aide médicale à mourir ici à Montréal, dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, mais aussi parfois en d'autres endroits dans la province quand il y a des problématiques pour trouver des médecins. Un petit mot que je mets tout le temps de l'avant. Depuis 1 an et demi, comme vous le savez, presque 2 ans maintenant, il y a la guerre en Ukraine, un envahisseur totalement autocratique. On le voit maintenant aussi en Israël. Pourquoi je le place ici? Pour indiquer que nos démocraties sont extrêmement fragiles. Et vous tous qui écoutez, qui avez le droit de vote ou qui avez des gens qui ont le droit de vote autour de vous, c'est très important de garder ce privilège que nous avons dans nos pays de droit, d'avoir le droit de vote. N'oubliez pas que si tout le monde tombe sous un régime autocratique, et comme il y a beaucoup de femmes, j'en suis certain, dans l'auditoire actuel, c'est le droit à l'avortement qui saute quasiment dans les premiers temps des régimes autoritaires. Et bien évidemment que l'aide médicale à mourir aussi ne fait pas partie des régimes autoritaires. Donc, un petit mot ici, c'est mon premier éditorial sur le fait qu'il faut vraiment toujours aller voter, quel que soit le côté où vous votez, mais faites toujours attention aux partis trop conservateurs au sens social du terme. L'association a été fondée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, qui est une ancienne infirmière encore très active. Nous sommes 7 administrateurs, tous bénévoles. Toutes les conférences que je donne un peu partout, ou par webinaire ou autrement, sont bénévoles. Depuis 2020, nous avons la chance, on a travaillé fort pour l'avoir, d'avoir une subvention du gouvernement du Québec qui nous a permis d'engager une directrice générale qui est extraordinairement active, ainsi qu'un conseiller juridique, Maître Jean-François Leroux, qui était le deuxième avocat dans la cause de Mme Gladu et de M. Truchon en janvier-février 2019. Donc, Maître Leroux est très, très au courant de toutes les lois, nous aide beaucoup lorsqu'il y a des problématiques et il fait du droit médical ici à Montréal. D'autre part, bien entendu, comme je vous ai dit, il n'y a aucun frais pour les conférences ou tous les autres services. L'association fait du travail auprès des parlementaires, des gouvernements, d'information continue auprès de nos membres, de la mobilisation publique et de la prise de parole médiatique pour alerter l'opinion et les décideurs, ainsi que de l'accompagnement et de l'information aux familles. Incidemment, comme président de l'association, c'est moi qui reçois les appels téléphoniques tous les jours, 7 jours par semaine, en général entre 1 et 4-5 appels par jour des familles, de patients, ou encore certains professionnels de la santé qui ont des questionnements sur l'aide médicale à mourir, et aussi, bien évidemment, de donner des conférences comme on le faisait actuellement. Alors, quelle est la mission de l'association? C'est de faire reconnaître l'autonomie pour chaque personne majeure apte et ayant rédigé sa demande médicale anticipée, d'avoir, lorsque sera venu le temps, une fin de vie conforme à ses valeurs de dignité et de liberté et d'obtenir, selon sa volonté, l'aide médicale à mourir, quelle que soit son aptitude au moment de l'obtenir. Donc, au tout début, la mission de l'association en 2007 était bien évidemment de faire modifier les lois pour faire reconnaître l'aide médicale à mourir comme étant un droit, ce qui a été accordé au Québec en 2014 par la Cour suprême du Canada en 2015, ce qui a amené la modification du Code criminel en 2016. Donc, maintenant que les lois sont adoptées, ce sur quoi on travaille, c'est pour obtenir le droit de faire une demande médicale anticipée lorsque la personne a obtenu un diagnostic
de maladies neurodégénératives cognitives, ce qui est vraiment beaucoup dans votre préoccupation. L'Alzheimer étant la plus connue, 70% des maladies neurodégénératives cognitives sont de l'Alzheimer, mais il y en a aussi d'autres sortes, maladies à corps de Louis, démence vasculaire, etc., etc. Donc, tout ceci est centré sur le fait de dire « je suis maintenant apte », j'ai obtenu un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, je veux obtenir l'aide médicale à mourir lorsque je ne serai plus apte à l'obtenir. Pour le moment, aujourd'hui, au moment où on se parle, la personne qui a un diagnostic d'Alzheimer ou de maladie neurodégénérative peut obtenir l'aide médicale à mourir tant qu'elle reste apte, ce qui lui fait perdre quelques mois ou quelques années d'une vie encore intéressante avec ses proches. Donc, pour le moment, cette personne-là peut l'obtenir. Ce que l'on veut, c'est obtenir le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir lorsque je ne serai plus apte. C'est dans la loi. On va y revenir un petit peu plus tard. Un mot sur des concepts qui sont différents. Les directives médicales anticipées. Les directives médicales anticipées, ce qu'on appelle les DMA, c'est dans la loi 2 du Québec depuis 2014. Les directives médicales anticipées, c'est propre à chaque citoyen. Si ceux d'entre vous ou celles qui ont fait leurs directives médicales anticipées, c'est strictement à votre nom. On ne peut pas le faire pour une autre personne. C'est signé à votre nom et c'est envoyé dans le dossier Santé Québec. Si vous arrivez inconscient à l'hôpital ou n'importe où, mais surtout à l'hôpital, et que vous avez fait vos directives médicales anticipées, qu'on ne peut pas avoir votre consentement pour donner des soins et qu'il s'avère que votre situation est très dramatique, par exemple une hémorragie cérébrale massive ou un traumatisme crânio-encéphalique majeur, ben, le médecin, le personnel de la santé, a l'obligation d'aller voir dans le DSQ si vous avez signé vos directives médicales anticipées. C'est très important parce que cela évite l'acharnement thérapeutique et pour ceux qui ont déjà vécu ce type de situation, ça évite aussi les discussions autour du lit du patient entre les proches. Par exemple, la fille qui est bien au courant de la situation de sa mère ou de son père et qui sait très bien que le père ou la mère ne veut pas d'acharnement thérapeutique ou ne veut pas telle ou telle manœuvre, arrive un autre enfant qui, lui, n'est pas au courant de ça, qui a moins vu ses parents, et les discussions débutent autour du lit. Ceux qui ont vécu ça savent à quel point ça peut être désagréable, que ce soit même, ça arrive aussi dans des soins palliatifs. Donc, si vous faites vos directives médicales anticipées, ça évite l'acharnement thérapeutique, ça évite les discussions entre les proches. Et surtout, il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. À partir du moment où vos directives médicales anticipées sont inscrites dans le dossier Santé Québec, il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. Même s'il y a quelqu'un de la famille qui dit « ben non, je ne suis pas d'accord, je crois qu'on devrait poursuivre l'intubation puis le respirateur artificiel ». Non, si ça a été indiqué dans les directives médicales anticipées, il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. Et ça va aussi dans le sens que aucun médecin, aucune infirmière ne pourrait dire « ben non, on continue, puis on ne s'occupe pas de ça ». Non, il y a un caractère contraignant légal. Vous pouvez obtenir tous les renseignements que vous voulez sur les directives médicales anticipées sur notre site aqdmd.org. Mais l'aide médicale à mourir ne peut pas être demandée dans les directives médicales anticipées. Vous ne pouvez pas écrire vos directives médicales anticipées, il y a un formulaire, et mettre un ajout à la fin en disant ben, je vais avoir l'aide médicale à mourir si je suis dans telle situation. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous pouvez donc obtenir vos directives médicales anticipées. Ceux qui font leurs impôts, par exemple, en ligne et qui ont un code ClickSecure, excusez-moi, vous pouvez demander directement vos directives médicales anticipées. Pour tous les autres, vous demandez à la RAMQ, vous pouvez obtenir votre formulaire dans votre région, soit la RAMQ pour la région de Québec, la RAMQ pour la région de Montréal ou 1-800 pour toutes les autres régions. Encore une fois, tous ces renseignements-là, vous allez les avoir sur le diaporama que vous pouvez obtenir. Maintenant, ça, c'est le volet directive médicale anticipée. Mais ce dont on parle pour les maladies d'Alzheimer et autres, c'est la demande anticipée. La demande anticipée, c'est pour la maladie neurodégénérative cognitive. Ce n'est pas encore en vigueur, mais la loi a été adoptée le 7 juin 2023 dans le projet de loi 11 du Québec. Les modalités sont à venir. Donc, la loi est adoptée sur les demandes anticipées, mais ce n'est pas encore en vigueur parce que tout le travail se fait actuellement, enfin on espère qu'il se fait au niveau du ministère pour
voir comment va être écrite la formule, qu'est-ce que la personne va pouvoir écrire dans la formule de demande anticipée, etc. Ça, c'est pour le volet du Québec. Au fédéral, pour le moment, ça se discute dans le comité mixte, députés et sénateurs, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'avancées là-dedans. On va voir ce que vont nous dire les prochaines semaines. Malheureusement, on est un petit peu pessimiste de ce côté-là, mais on va y revenir à la toute fin du diaporama. Un petit mot sur le mandat de protection qu'on appelait avant le mandat en cas d'inaptitude. Le mandat de protection à la personne, c'est-à-dire décider pour la personne si on va être opéré ou non, par exemple, n'a aucun effet tant que le mandant est considéré apte. Donc, un mandant qui aurait signé son mandat en cas d'inaptitude ou son mandat de protection avec un proche, mais qui est encore apte à prendre certaines décisions, bien, il peut être apte à prendre une décision d'aide médicale à mourir. Pour être en vigueur, un mandat de protection doit obtenir l'homologation et ça peut prendre jusqu'à 6 mois et ça coûte des sous. Mais l'aide médicale à mourir ne peut être demandée dans un mandat de protection. Encore un point important à retenir. Ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent, les critères actuels pour obtenir l'aide médicale à mourir et qu'est-ce qu'on envisage dans l'avenir. Alors, pourquoi l'aide médicale à mourir? C'est par le respect du principe d'autonomie de la personne, le respect du principe de dignité et de liberté de choix. Tous ceux dans l'auditoire qui sont plus âgés ont connu l'époque où vos parents ou vos grands-parents ont connu l'époque où, lorsqu'un patient rencontrait un médecin, le médecin disait, ben voici ton diagnostic, puis voici les traitements que tu vas devoir faire. Et le patient ne disait pas un mot ou à peu près pas. Et si le patient disait un mot, ben, le médecin répondait, ben écoute, va voir le curé. Et bien entendu, le curé disait, écoute ce que dit le médecin. Je pense que ceux qui sont les plus âgés ou qui ont connu des parents plus âgés ont connu cette époque. Mais maintenant, vous le savez, depuis une trentaine d'années, sinon 40, le principe d'autonomie est très en place, très en vigueur. Ça veut dire quoi? Vous avez un diagnostic et le soignant a l'obligation de vous dire quelles sont les modalités thérapeutiques qui peuvent s'appliquer à vous, que ce soit une chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, telle ou telle médication, etc. Et on doit vous expliquer, comme médecin, on doit vous expliquer les alternatives. Quels sont les avantages et inconvénients de tel ou tel traitement? Et après ça, vous prenez votre décision, ce qu'on appelle une décision éclairée. C'est le respect du principe d'autonomie. Donc, l'aide médicale à mourir rentre absolument dans ce principe d'autonomie. C'est exactement la même chose que actuellement, toute personne a le droit de refuser tout traitement. On vous donne un diagnostic de cancer et vous ne voulez absolument pas avoir de chimiothérapie, radiothérapie. C'est votre droit le plus strict de le refuser. Vous avez eu une première séance de chimiothérapie, votre situation va bien pendant 1 an ou 2 et vous avez une récidive, c'est votre droit le plus strict de refuser toute médication, tout traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie ou tout autre type de traitement. De la même façon que c'est votre droit de refuser une chirurgie, en autant que vous êtes bien au courant des désavantages, des inconvénients ou des avantages. Deuxièmement, bien sûr, le respect du principe de dignité et de liberté de choix, c'est la base même, ce sont les deux piliers, autonomie et la dignité, c'est la base même de l'aide médicale à mourir. Au début, ceux qui ont suivi cette question-là, vous savez très bien qu'il y a eu de très nombreux opposants qui ont dit que ça n'a aucun sens, cette histoire-là d'aide médicale à mourir. Il va y avoir une hécatombe. Les médecins vont se promener dans les CHSLD pour donner l'aide médicale à mourir à Pierre Jean-Jacques pour faire des lits, pour avoir des lits. Tout a été dit et son contraire. On a même vu des gens qui ont dit, on sait bien, les chirurgiens vont se promener pour offrir l'aide médicale à mourir de façon à avoir des lits disponibles pour rentrer des patients puis opérer. Évidemment, tout ça s'est avéré totalement faux. Les derniers chiffres que nous avons depuis la mi-novembre sont les suivants. En l'année 2022-2023, c'est-à-dire 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 6,8 7 on va dire, des patients décédés au Québec sont décédés par aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas du tout une hécatombe, ce n'est pas du tout une mode, quoi que ce soit. Seulement 7 des patients ont décidé d'opter pour l'aide médicale à mourir. Il y a une progression? Ben oui, il y a une progression. Et alors, quand même qu'il y en aurait 10 ou 15 ou 20 si les gens veulent mourir tranquillement, de façon sereine, entourés de leurs proches, dans un endroit qu'ils veulent, que ce soit
à leur domicile, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans leur camp de chasse. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que l'agonie se poursuive jusqu'à ce que le patient meure? Non, pas pour nous, pas pour la majorité des gens, et je dirais aussi beaucoup pour la génération des baby boomers et les autres qui vont suivre probablement. Encore une fois, c'est une question d'autonomie, de dignité, de liberté de choix. Une immense majorité de la population est d'ailleurs favorable à l'aide médicale à mourir. Voici la courbe, bien sûr, sur les aides médicales à mourir au Québec. En 2015-2016, la loi a été votée en vigueur plutôt à partir du 15 décembre 2015 et vous voyez qu'il y a une progression un petit peu plus marquée à partir de 2020-21. La loi a été modifiée et il y a une progression qui est tout à fait normale avec une meilleure information de la population, avec une meilleure information surtout des soignants. Au Québec, pour l'année 2022-2023, 5200 aides médicales à mourir. Il faut mettre ça en parallèle avec l'année civile 2021 au Canada, où il y a eu 10 064 aides médicales à mourir. Il faut mettre ça en parallèle avec les chiffres de, disons, 2500 à 3100 patients d'aide médicale à mourir dans l'année civile 2021. Donc, ce n'est pas vrai qu'on est les grands champions de l'aide médicale à mourir, comme ça a été dit au Québec par rapport au Canada. On ne fait pas référence aux mêmes chiffres, comme vous pouvez le constater. Ici, on ne fait pas référence aux mêmes périodes. Quelques données. 72% des cas d'aide médicale à mourir sont donnés chez des patients de 70 ans et plus. Donc, encore là, c'est tout à fait faux, comme certains ont voulu le dire, qu'un jeune de 40 ans qui a dû se faire donner un diagnostic XY va demander tout de suite l'aide médicale à mourir. Non, la grande majorité des gens veulent vivre, la grande majorité des gens veulent avoir des traitements, ils veulent être confortables, ils ne veulent pas être plus malades avec les traitements qu'ils le sont avec leur maladie. Et vous le voyez, 70 ans et plus. Et c'est normal, plus on avance en âge, et si on a eu la chance de ne pas mourir avant d'une maladie X, Y, Z, ben, et plus les gens avancent en âge, plus ils ont des risques d'être malades. Les gens sont atteints, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir est donnée chez 63% des cas de cancer, dans 63% des cas de cancer. Ou plutôt, ma phrase est mal tournée, 63% des cas d'aide médicale à mourir sont des cas de cancer, avec un pronostic de survie de 1 an au moins dans 82% des cas. Encore là, les opposants disaient les gens ne voudront plus avoir de traitement, c'est effrayant, ils vont demander l'aide médicale à mourir. Non, les gens veulent vivre. Regardez autour de vous, vous-même, les gens veulent vivre, sauf qu'il arrive un moment donné où la qualité de vie, la vie elle-même devient beaucoup plus pénible que les quelques jours ou mois où le patient peut vivre. Donc, 82% un pronostic de survie d'1 an au moins, avec des souffrances physiques ou psychiques irrémédiables dans 97% des cas. Où se donne l'aide médicale à mourir? En centre hospitalier, encore beaucoup, dans 55% des cas. Ça, c'est dû essentiellement aux patients qui ont des cancers récidivants ou encore une condition médicale, par exemple une insuffisance cardiaque très avancée ou insuffisance respiratoire. Le patient entre à l'hôpital parce qu'il est vraiment en bout de ligne et là, il demande son aide médicale à mourir, ce qui explique l'un dans l'autre que ça se fait beaucoup en centre hospitalier et aussi, ça vous explique que 82% des patients sont vraiment en bout de vie. En domicile, dans 30% des cas, tranquillement, pas vite, ce pourcentage va augmenter. Nous l'espérons bien, forcément. C'est beaucoup plus agréable, entre guillemets, mais c'est plus intéressant d'avoir l'aide médicale à mourir à domicile plutôt que de l'avoir en centre hospitalier ou en CHSLD, dans un milieu qui est plus impersonnel. Mais il y a toutes sortes de raisons pour ne pas avoir l'aide médicale à mourir à domicile. Le domicile peut être tout à fait inadéquat, un appartement qui est trop petit, un appartement qui est un peu insalubre, ou encore le conjoint ou la conjointe ne veut pas garder l'image de son conjoint ou conjointe qui est mort dans le lit où ils ont passé 30 ans de leur vie, 40 ans de leur vie, 50 ans de leur vie. Donc, toutes les raisons sont tout à fait admissibles et acceptables. Ça peut être en maison de soins palliatifs dans 5% des cas. Et depuis aujourd'hui, 7 décembre 2023, toutes les maisons de soins palliatifs du Québec, c'est-à-dire 36, ont l'obligation d'offrir l'aide médicale à mourir si un patient le demande. Alors que depuis le début, les maisons de soins palliatifs étaient très rébarbatives. Dans les derniers mois, nous tournions autour de 60 à 70% des maisons de soins palliatifs qui, de
bon gré, avaient accepté d'offrir l'aide médicale à mourir. Mais maintenant, ils sont obligés par la loi depuis aujourd'hui, 7 décembre 2023. Enfin, l'aide médicale à mourir est administrée en moyenne 32 jours après la demande. Quels sont les critères actuels au 7 décembre 2023? Il faut bien sûr être assuré de sa carte d'assurance maladie pour le Québec, c'est valable aussi pour le reste du Canada. Pourquoi? Pas pour que les médecins ou maintenant les IPS soient payés, non, pour qu'il n'y ait pas, pour éviter le tourisme médical, pour éviter que des gens des États-Unis ou d'ailleurs viennent au Québec ou au Canada pour obtenir l'aide médicale à mourir. Il faut être majeur et apte. 18 ans, et il faut avoir son aptitude pour décider soi-même de l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir est demandée par la personne elle-même, par personne d'autre, pas par la famille, pas par le médecin, par personne d'autre. C'est le patient lui-même qui demande l'aide médicale à mourir. Il faut avoir une maladie grave et incurable. Bien, ça, c'est un diagnostic clinique, bien évidemment. Mais incurable, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait tous les traitements possibles. Non. Incurable veut simplement dire que le patient a une maladie grave, une maladie qui nécessite des traitements, mais si le patient, le demandeur, décide qu'il ne veut plus de traitement, ben c'est son choix le plus strict. Il n'a aucune obligation d'obtenir des traitements. C'est d'ailleurs dans la Charte des droits et libertés et c'est dans le Code civil au Québec. Un exemple que tout le monde va comprendre facilement, un patient dialysé. Il est dialysé 3 jours par semaine, le soir ou la nuit ou le jour à l'hôpital. Ça peut très bien fonctionner pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais à un moment donné, ce patient-là, son shunt est bloqué ou il y a des complications et il en a ras-le-pompon de la dialyse et il dit, moi, j'arrête ma dialyse. Eh bien, là, il y a des gens qui vont dire, non, non, mais écoute, tu vas mourir. Ben oui, c'est exactement ça que je veux. Je n'en peux plus d'avoir de la dialyse ou je n'en peux plus d'avoir de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Nommez tous les traitements que vous voulez. C'est la maladie grave et incurable signifie qu'il y a une maladie au départ, bien sûr, mais aucun patient n'est obligé d'avoir toute la panoplie de traitements d'aucune façon, en autant qu'il a un consentement libre et éclairé. Il faut avoir un déclin irréversible. Le déclin irréversible, ce n'est pas selon ce que croit le médecin ou la famille, les enfants ou le curé, l'imam ou le rabbin. Le déclin irréversible, c'est selon ce que ressent le patient. Si un patient de, mettons, 80 ans, une dame de 80 ans, qui avait l'habitude de marcher, d'être assez active, d'aller autour de son quartier, puis de se promener, devient de plus en plus difficile à mobiliser en raison d'une arthrose lombaire ou de ce qu'on appelle une claudication neurogénique intermittente, mais cette patiente-là, pour elle, ça devient un déclin irréversible. Et ce n'est pas du fait qu'elle a de l'arthrose, c'est du fait que par son arthrose, elle devient de plus en plus incapable de faire ses activités usuelles et ça va devenir un déclin irréversible pour elle et donner ouverture à l'aide médicale à mourir. D'ailleurs, Mme Carter, qui est à l'origine de la décision de la Cour suprême du 6 février 2015, Mme Carter souffrait d'une arthrose lombaire. Elle ne souffrait pas d'un cancer, elle souffrait d'une arthrose lombaire. Et la Cour suprême a accepté qu'elle puisse obtenir l'aide médicale à mourir. Les souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles, physiques, ça se comprend bien. Les souffrances psychologiques, ce sont surtout les cas, par exemple, de dégénérescence neurologique, une sclérose en plaques, une sclérose latérale amyotrophique, où le patient n'aura pas forcément une souffrance, une douleur physique, mais pourra se dire, ben là, je n'en peux plus, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais, c'est vraiment trop difficile pour moi au point de vue psychologique. Donc ça, c'est la souffrance psychologique. Et la souffrance existentielle, ben, on va voir ça plus dans les cas d'Alzheimer. Le patient se fait donner son diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie neurodégénérative cognitive et il sait très bien quelle va être son évolution dans sa maladie. Et lui ne veut pas, cette personne-là ne veut pas vivre cette déchéance. C'est son droit le plus strict. C'est une douleur existentielle, c'est une souffrance plutôt existentielle. Et donc, les 3 critères peuvent être l'un ou l'autre. Et enfin, intolérable selon elle, et je répète la même chose que pour le déclin irréversible, ce n'est pas intolérable selon la famille ou les frères et sœurs ou le médecin, le curé, l'imam ou le rabbin, c'est intolérable selon la propre personne. Ce n'est pas à nous comme médecins ou maintenant les infirmières de juger de l'intolérance du patient à sa douleur. Ah, ben, je trouve que vous ne souffrez pas assez. Mais on a des gens, malheureusement, qui nous disent que c'est ce que leur médecin leur a dit. Non, la souffrance est tout à fait personnelle. Donc, les critères, être assuré, être majeur et apte,
maladie grave incurable, avec un déclin avancé irréversible, une souffrance physique ou psychologique ou existentielle et intolérable selon le patient. Un mot de différence entre la loi C-14 au fédéral, qui a été adoptée en juin 2016, et la loi du Québec qui avait été adoptée en 2014 et en vigueur à partir de 2015. Au Canada, d'emblée, ça a été un médecin ou une infirmière praticienne, ce qu'on appelle les IPS, qui peuvent donner l'aide médicale à mourir. Mais depuis aujourd'hui, 7 décembre 2023, les IPS peuvent évaluer et administrer l'aide médicale à mourir. Cela a été voté en juin 2023 dans la loi 11 du Québec, le 7 juin 2023. Et les IPS sont, depuis aujourd'hui même, en capacité d'évaluer les patients pour une demande d'aide médicale à mourir et d'administrer l'aide médicale à mourir. Le deuxième élément de la loi fédérale qui est différent, c'est la question du suicide assisté. En fait, on devrait dire aide médicale à mourir par voie orale, c'est-à-dire que le médecin, ou ailleurs au Canada à l'IPS, puis maintenant ici, l'infirmière ou le médecin peuvent donner la prescription de phénobarbital ou d'un autre barbiturique pour que le patient prendra lui-même. Au Québec, le suicide assisté n'est pas autorisé et personne ne veut aller là, je vais vous dire honnêtement, là, tant comme médecin que personne n'en parle au Québec. D'ailleurs, au Canada, pour l'année 2021, avec plus de 10 000 cas d'aide médicale à mourir, il y en a 7 cas seulement qui ont été donnés par suicide assisté. Un petit mot ici de précision. Vous entendez souvent dire qu'aux États-Unis, il y a 11 États qui offrent l'aide médicale à mourir. C'est faux. C'est du suicide assisté, c'est-à-dire une aide médicale à mourir par voie orale. Et les conditions sont très strictes. Le médecin doit fournir la prescription et le patient doit avoir un pronostic de survie de 6 mois ou moins. Alors, je peux vous dire comme médecin que la plupart du temps, à moins que le patient soit en train d'agoniser, la plupart du temps, on se trompe allègrement dans les pronostics. On sait de façon statistique que tel ou tel cancer, telle ou telle condition va donner de façon statistique une survie de 2 ans, 4 ans, 5 ans ou de 6 mois ou 18 mois. Par exemple, la tumeur cérébrale maligne, le glioblastome, pour un domaine que je connais plus, le pronostic de survie moyen est de 18 mois. Bon, il y en a qui vont plus loin, il y en a qui sont moins loin, mais c'est une survie moyenne. Mais pour tel ou tel patient, je ne peux pas lui dire, votre pronostic de survie, c'est 18 mois. C'est une statistique, c'est moyen. Donc, le suicide assisté existe au Canada, mais pas au Québec. Au Canada, c'est encore une fois, c'est très, très peu. Ceux qui entendent parler de la Suisse, la Suisse, ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est du suicide assisté. En fait, ça existe depuis 1945. C'est-à-dire que le suicide ayant été dépénalisé, le patient peut, lorsqu'il est évalué, peut rencontrer un médecin, va être évalué la plupart du temps aussi par un psychiatre. Tout son dossier va être évalué et le médecin va lui donner une prescription et c'est le patient lui-même qui doit soit s'injecter, soit prendre les médicaments sous supervision médicale. Mais la supervision médicale, ce n'est pas de l'aide. Le médecin ou l'infirmière sont à côté et ne peuvent pas aider le patient à prendre sa médication. Ce qui vous explique qu'en Suisse, un patient quadriplégique qui ne peut pas se servir de ses mains ne pourrait pas obtenir l'aide médicale, ne peut pas obtenir le suicide assisté parce qu'il ne peut pas prendre lui-même la médication ou ouvrir lui-même la tubulure qui lui donnerait accès à l'aide médicale à mourir. Alors, quelle est la démarche? Au Québec actuellement, le patient signe sa demande avec tout professionnel de la santé. Ce n'est aucunement obligatoire que ce soit avec le médecin traitant. Moi, j'entends des téléphones régulièrement, des appels, des gens. Mon médecin n'est pas très favorable à ça, puis il me dit que je ne suis pas rendu là. Aucune importance. Le médecin ne veut pas. D'abord, le médecin, premièrement, a l'obligation de signer la formule et de l'adresser. Mais sinon, tournez-vous vers une infirmière, vers l'infirmière pivot, le travailleur social, physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste, tous les professionnels de la santé qui sont à l'emploi d'un CIUS ou d'un CIS et qui ont un numéro de professionnel peuvent signer une formule de demande d'aide médicale à mourir avec un témoin. Et cette demande-là va être adressée à ce moment-là au CIUS ou au CIS pour qu'un médecin et maintenant une IPS pourra aller évaluer le patient, voir s'il rencontre les critères.
Encore une fois, même si le professionnel dit qu'il n'est pas d'accord avec l'aide médicale à mourir, ben, ça ne nous dérange pas, en fait. Il a l'obligation déontologique de faire suivre la demande, tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas d'obligation d'assister aux soins, il n'y a pas d'obligation d'évaluer le patient, mais il a l'obligation déontologique de faire suivre la demande. Et là, le médecin va, ou maintenant l'IPS, va évaluer si le patient est classé dans la voie de mort naturelle raisonnablement prévisible. Ce n'est pas un critère, c'est une classification. Donc, c'est-à-dire quand la mort naturelle est prévisible, sans qu'il n'y ait de délai obligatoire. Et, et à ce moment-là, le patient peut obtenir l'aide médicale à mourir dès le lendemain de sa demande, en autant qu'il y a un deuxième médecin qui a évalué le patient. Ou il va être classé dans la voie de mort naturelle non raisonnablement prévisible et pour obtenir l'aide médicale à mourir après 90 jours, mais après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, tant qu'il garde son aptitude à décider pour lui-même. Donc ça, c'est une façon que le gouvernement fédéral a mis pour classifier les gens. Un deuxième médecin doit bien sûr voir le patient, mais si le patient a par exemple un cancer métastatique, c'est absolument pas nécessaire de déranger le patient chez lui. Le médecin peut donner un avis sur dossier, en autant qu'il peut aussi contacter le patient par visio, par exemple. Et par la suite, tout dépend du demandeur. Il va choisir la date. Il va choisir avec qui il veut ça. Il va choisir où il veut, chez lui, à domicile, etc. Donc, tout le reste dépend du patient, du demandeur, pour obtenir l'aide médicale à mourir. Quelques exemples pour les patients de mort naturelle raisonnablement prévisible. Ben, un cancer, une insuffisance cardiaque, une insuffisance pulmonaire avancée. Il n'y a aucun délai de réflexion, alors qu'auparavant, il y avait un 10 jours de délai avant que la loi soit changée en 2021, la loi canadienne. Mais maintenant, ce délai-là est supprimé et tous les autres critères sont bien sûr obligatoires. Si le patient entre dans la deuxième catégorie, par exemple une sclérose en plaques qui n'est pas très avancée, une polyarthrite rhumatoïde sévère, bien là, il y a un délai de 90 jours. Ce sont les patients qui sont dans la deuxième catégorie. Tous les autres critères sont bien évidemment obligatoires. Quelles sont les autres dispositions? Lorsque vous complétez le formulaire ou lorsque le patient complète le formulaire, il n'y a aucune obligation de mettre un nom de médecin ici en avant. Il y a simplement le demandeur qui signe son nom, suivi de la signature et du titre du professionnel de la santé et un témoin qui va signer que c'est bien le patient, le demandeur, qui a signé la formule devant le professionnel de la santé. Je rappelle encore une fois que l'objection de conscience existe pour donner le soin ou pour évaluer le patient, mais que la déontologie et la loi obligent à transférer la demande en dépit de l'objection de conscience. Ce n'est pas une question de dire, ben non, je ne veux pas remplir le formulaire ou je ne veux pas signer le formulaire parce que je m'objecte à ça. Non, l'obligation de remplir le formulaire existe bel et bien. C'est un droit de chaque citoyen de demander d'être évalué, mais évidemment, c'est le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir seulement si le patient rencontre les critères. Je rappelle aussi, parce que souvent il y a une confusion, les soins palliatifs sont des soins qui sont donnés pour soulager des symptômes lorsqu'il n'y a plus de soins thérapeutiques possibles. Mais ça peut être donné sur plusieurs mois ou même quelques années. Le patient peut être ambulatoire, il peut être chez lui, il peut faire sa vie usuelle, mais malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif. Donc, on lui donne des soins palliatifs. Les soins palliatifs de fin de vie, c'est des soins qui sont donnés pour soulager les symptômes de fin de vie lorsque le patient est en fin de vie. Généralement, on inclut les 3 derniers mois de la vie. Et souvent, les patients sont assez détériorés, soit à domicile, soit dans une unité de soins palliatifs, ou encore sur un étage d'hôpital, ou encore en maison de soins palliatifs. Donc ça, ce sont les soins palliatifs de fin de vie. Là encore, on soulage les symptômes, la douleur, l'anxiété, mais évidemment avec des médicaments généralement beaucoup plus importants, plus forts. Et la sédation palliative continue, bien, on endort le patient sans nutrition ni hydratation, puis la mort va survenir dans les 2, 3, 4, 5, 6 jours qui suivent le début de la sédation palliative continue. Personnellement, j'appelle ça une aide médicale à mourir qui s'étire sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Ça peut être une longue agonie pour le patient et pour la famille autour. Alors, pour l'avenir, les mineurs matures, c'est-à-dire ceux qui sont âgés en gros de 12 à 18 ans, pour le moment, c'est en discussion au gouvernement fédéral. Le Québec n'a pas statué là-dessus.
nous, médecins qui faisons de l'aide médicale à mourir et les médecins qui font de la pédiatrie, nous sommes très favorables à ça parce que ça touche très, très peu de jeunes, premièrement. Ça ne toucherait que les jeunes qui sont dans la première catégorie de mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc, essentiellement, pour ceux qui connaissent un peu le domaine, ce que j'appelle, excusez-moi, des saloperies, des sarcomes avec des amputations. Donc, heureusement, ça touche très, très peu de jeunes. Pensez à Terry Fox, par exemple, mais ça peut être extrêmement dramatique. Et un jeune de 17 ans et demi qui souffre beaucoup, qui n'a plus aucun espoir, qui a des métastases partout, ben, à 17 ans et demi, on est obligé de lui dire, écoute, mon jeune, malheureusement, attends d'avoir 18 ans, souffre encore un peu, puis à 18 ans, on pourra te donner l'aide médicale à mourir. Dit comme ça, vous comprenez que c'est tout à fait inacceptable. Et donc, on travaille pour que les mineurs matures, avec des conditions strictes, bien évidemment, puissent obtenir l'aide médicale à mourir. Les troubles de santé mentale, c'est ce qui est en discussion actuellement au fédéral. Je vais y revenir dans une minute. Et les demandes médicales anticipées. La demande médicale anticipée, là aussi, j'y reviens. Alors, les troubles neurocognitifs, les demandes médicales anticipées. Les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer n'ont pas toujours été inaptes à consentir à des soins, bien évidemment. Elles ont la capacité, ces personnes-là, de donner à l'avance un consentement libre et éclairé. Plusieurs d'entre nous suivons des patients avec un Alzheimer. Je précise tout de suite qu'aujourd'hui, en décembre 2023, depuis mars 2021, une personne qui a un diagnostic d'Alzheimer ou toute autre maladie neurodégénérative peut obtenir l'aide médicale à mourir au moment où elle le désire, tant qu'elle reste encore apte. Donc aujourd'hui, un patient qui a un Alzheimer peut obtenir l'aide médicale à mourir. Ce que l'on demande, c'est d'obtenir l'aide médicale à mourir lorsque je ne serai plus apte à le demander et à le recevoir. Donc, je fais ma demande avant, pendant que je suis apte. Je progresse dans ma maladie et il est certain qu'à un moment donné, je deviendrai inapte. Et là, je ne pourrai pas dire au médecin ou à l'IPS, donnez-moi l'aide médicale à mourir. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord, parce que je serai devenu inapte. Et donc, toute la discussion actuellement, et ce qui est dans la loi du Québec, c'est de dire, lorsque je serai devenu inapte avec telle ou telle condition, je veux obtenir l'aide médicale à mourir, même si je ne suis plus apte à le comprendre au moment où on me le donne. Alors, le projet de loi 11 au Québec, adopté le 7 juin, dès l'adoption du projet de loi au 7 juin 2023, le retrait du critère de fin de vie, ça, c'est une mise à jour simplement en harmonie avec le fédéral. Mais nous, comme médecins, on ne s'en occupait plus depuis mars 2021. Mais surtout, malheureusement, le Québec a, dans la loi 11, donné une interdiction complète d'aide médicale à mourir pour tout patient avec un trouble mental comme seul trouble mental, à l'exception, bien sûr, des troubles neurocognitifs. Mais là, le Québec s'est un peu peinturé dans le coin parce que le fédéral, lui, travaille actuellement pour que l'aide médicale à mourir soit acceptable à partir de mars 2024. Parce que dans sa loi de mars 2021, le fédéral avait indiqué un certain nombre de conditions, mais avait exclu l'aide médicale à mourir jusqu'en mars 2023. Ça a été reporté en mars 2024. Ce qui veut dire que si rien n'est changé, en mars 2024, au Canada, l'aide médicale à mourir pourra être donnée à des patients avec des troubles de santé mentale comme seule pathologie. Pourquoi je dis ça? Un patient qui aurait, par exemple, un cancer, mais avec une maladie bipolaire ou avec une schizophrénie, en autant qu'il est apte, pourrait obtenir l'aide médicale à mourir. L'aide trouble de santé mentale n'est pas une objection à obtenir l'aide médicale à mourir. On parle ici de patients qui ont un trouble de santé mentale comme seule pathologie. En vigueur à partir du 7 décembre 2023, je vous en ai glissé un mot, toutes les maisons de soins palliatifs ont l'obligation d'offrir l'aide médicale à mourir et la possibilité pour les IPS d'évaluer les patients et d'administrer l'aide médicale à mourir. Ça, c'est une grande avancée pour nous et surtout pour la population parce qu'avec les IPS, on va pouvoir répondre à plus de demandes. Enfin, la question des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, c'est en vigueur, ça a été adopté le 7 juin 2023, mais ce n'est pas encore en vigueur parce que les règles, les balises ne sont pas encore en place. La ministre nous a dit que ça devrait être au maximum en 24 mois plus tard, donc en juin 2025. On espère tous que ce sera au moins dans l'année 2024 que cette portion-là de la loi soit mise en vigueur. On va avoir des problèmes. L'aide médicale à mourir chez les patients qui n'ont qu'un trouble de santé mentale, dans le code criminel,
C'est en vigueur jusqu'en mars 2024, cette interdiction-là, mais ça va devenir possible à partir de mars 2024. Or, le Québec, dans sa loi, a dit que, ben non, nous, au Québec, on ne veut pas aller là. Donc, dans le reste du Canada, les patients auraient le droit, si le Canada va de l'avant, bien sûr. Puis au Québec, ben, on va être gros gens comme devant, encore une fois, comme au début avec l'histoire de la fin de vie, on va être pris avec deux lois. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je n'en ai aucune idée. On va voir ce que les avocats vont nous dire, puis ce que le Collège des médecins va dire et ce que l'Ordre des infirmières va dire. Et le deuxième problème, c'est l'inverse, c'est les demandes anticipées pour troubles neurocognitifs. Bien, au Québec, la loi est adoptée maintenant. Ce n'est pas encore en vigueur, mais c'est adopté. Alors que le Canada, pour le moment, n'en parle pas et le Code criminel n'en parle pas. Donc, on va être coincé parce que si au Québec, on peut donner l'aide médicale à mourir par une demande anticipée, ben, on ne sait pas ce que le Code criminel va nous dire à ce moment-là. Et encore là, ça va être des jeux d'avocats. Excusez-moi. Donc, en résumé, les critères, il faut avoir 18 ans et plus, il faut être apte à décider pour soi-même, il faut avoir une maladie grave incurable, avec un déclin avancé et irréversible, avec des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles. Et un autre mot en résumé, les directives médicales anticipées, c'est à faire par tous, que vous ayez 18 ans, 32, 50 ou 80. Faites vos directives médicales anticipées, ça va vous protéger à l'avenir contre l'acharnement thérapeutique et contre l'addiction. Autre élément, les directives médicales anticipées, bien sûr, vous pouvez les changer tout le long de votre vie si vous décidez que votre condition a changé, que vous voulez plus, que vous voulez encore avoir de la réanimation, etc. Bien sûr, ça peut être changé à tout temps. Mais vous ne pouvez pas faire une demande d'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée. On l'a dit, je le répète. Toutes les demandes sont actuellement admissibles à l'aide médicale à mourir tant que le patient est apte à le demander et à le comprendre. Quant aux demandes médicales anticipées, elles vont être légales au Québec d'ici juin 2025 ou avant, on espère bien. Les troubles mentaux, j'en ai dit un mot, interdits jusqu'en mars 2024 au fédéral. Alors, un petit résumé, encore une fois, pour les gens qui ont des proches aidants. Vous ne pouvez demander l'aide médicale à mourir pour une autre personne que vous-même. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir dans vos directives médicales anticipées, dans votre mandat de protection, ce qu'on appelait anciennement un mandat d'inaptitude. À l'avance, vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir à l'avance au cas où j'ai des patients, des personnes qui m'appellent pour dire « Écoutez, docteur, moi je suis en pleine santé, mais je veux faire une demande d'aide médicale à mourir au cas où il m'arriverait quelque chose. » Bien là, je suis obligé de leur dire « Si vous êtes en santé, bien, tant mieux pour vous, puis continuez comme ça. Puis quand vous aurez une maladie, bien là, on va s'en parler. » Et vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir chez votre notaire, bien sûr. Chez votre notaire, vous pouvez faire entériner vos directives médicales anticipées si vous le voulez, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et encore moins dans votre testament. Il y a des gens qui me le demandent souvent en conférence. Si je le mets dans mon testament, bien, le testament, il est ouvert une fois que le patient est décédé. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. On comprend tous. Deux derniers petits points. L'aide médicale à mourir avec un don d'organes. Vous pouvez donner tous vos organes avec l'aide médicale à mourir, à l'exception du cœur, parce que pour l'aide médicale à mourir, ce qu'on suscite, c'est un arrêt cardiaque. Donc, le cœur ne peut pas être donné, mais tous les autres organes peuvent être donnés, à l'exception des cancers, bien sûr. On ne peut pas donner nos organes si on est décédé d'un cancer ou si on a une maladie cancéreuse. Et évidemment, ça doit se faire à l'hôpital parce qu'il faut aller très rapidement une fois que le décès est déclaré. Donc, il faut aller très rapidement en salle d'opération. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas se faire à domicile. Et tout ça est pris en charge par Transplant Québec. Les dons de tissus, bien, à l'exception de quelques maladies, l'aide médicale à mourir est tout à fait compatible avec les dons de tissus, par exemple les cornées, par exemple la peau, par exemple les articulations. Mais il y a certaines maladies neurologiques dégénératives qui ne peuvent pas être données, qui ne peuvent pas être compatibles avec un don de tissu. Dernier point, quelques éléments divers. Souvent, les gens me disent, vous avez des questions, mais est-ce que je perds mon assurance vie? Pas du tout. Tous les ayants droit ont le droit de plein droit à toutes les assurances, que ce soit l'assurance vie, que ce soit l'assurance d'anciens combattants, la régie des rentes, etc., etc., etc. Toutes les assurances ont pleine vigueur. C'est dans les deux lois, au fédéral comme au Québec. Et depuis 2015, il n'y a eu aucune récrimination de ce point de vue-là. Les assureurs sont bien au courant que l'aide médicale à mourir, c'est un droit et tous les ayants droit
ont droit à toutes les assurances. On continue les médicaments et tous les traitements avant jusqu'au moment de l'aide médicale à mourir. C'est un patient qui a droit à tous ces médicaments et tous ces traitements jusqu'au moment de l'aide médicale à mourir. Bon, si le patient a des anticholestérolémiens, on peut les arrêter un bon petit bout de temps avant. Même chose pour les vitamines, bien sûr, mais tous les médicaments qui rendent le patient confortable, bien évidemment, qu'il doit obtenir, qu'il doit garder tous ces médicaments. Et enfin, il n'y a aucune restriction de nourriture, de boisson. Il y a des patients, plusieurs patients qui ont ça à domicile, qui se font un petit banquet avec leurs amis autour d'eux, avec du vin, du champagne. Aucun problème avec ça. Jusqu'à la dernière seconde, le patient peut boire, peut manger ce qu'il veut, peut boire ce qu'il veut, en autant qu'il n'est pas allergique à cela. Mais la médication que l'on donne, c'est exactement la même médication que pour une anesthésie générale. Bien sûr, dans une anesthésie générale, vous devez être à jeun pour ne pas avoir de complications, évidemment, et le but, c'est de vous réveiller après. Dans l'aide médicale à mourir, l'objectif est différent et beaucoup de patients vont faire un petit banquet ou une célébration avec leurs amis. C'est pour ça, moi, je parle maintenant très souvent d'une célébration de la vie. Ça se fait la plupart du temps. Bien sûr, il y a de la tristesse lorsque le patient reçoit son aide médicale à mourir. Mais auparavant, ça discute, ça jase. Et après un 10-15 minutes après l'aide médicale à mourir, ben, les discussions reprennent. Te souviens-tu, Charles, qui nous disait qu'il avait pris une truite large de même, puis en fait, c'était une truite, une toute petite truite, et les discussions reprennent. C'est une célébration de la vie parce que le patient est mort en sérénité. Quelques témoignages. Une patiente ici qui avait écrit une lettre que sa sœur m'a donnée dans les minutes qui ont suivi l'aide médicale à mourir. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour m'avoir permis de mourir dans la dignité, mon souhait le plus cher. Une famille, nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude parce que notre maman a finalement eu accès à l'aide médicale à mourir. Et une autre famille, vous avez fait de ce moment douloureux un beau souvenir. Dans cette tempête, vous nous avez apporté la paix, le calme et la douceur. L'aide médicale à mourir, c'est un soin légitime, légal, moral, éthique, qui n'enlève absolument rien à l'immense majorité des gens qui souhaitent aller jusqu'au bout de leur passage terrestre. Je rappelle encore une fois qu'actuellement, c'est 7 des décès qui l'ont été par aide médicale à mourir. Un dernier petit point là-dessus. Dans les dossiers des patients, dans les certificats d'assurance, dans tout ce que vous voudrez, ce n'est pas l'aide dans le SP3 qu'on appelle, dans le certificat de décès, ce n'est pas aide médicale à mourir qui est la cause du décès, c'est la maladie qui est écrite. Aide médicale à mourir, ce sera écrit dans la seule note médicale du médecin. Aujourd'hui, 7 décembre 2023, j'ai donné l'aide médicale à mourir à Mme Tremblay. Le décès a été constaté à 14h30 et c'est le seul endroit où c'est indiqué parce qu'il faut bien qu'il y ait un suivi. Mais tout le reste, la feuille sommaire, les assurances, etc., c'est la maladie qui a conduit à l'aide médicale à mourir. Ceux qui veulent avoir plus de renseignements, visitez notre site aqdmd.org. Vous aurez plein de foules de renseignements sur notre site et je vous encourage bien sûr aussi à être membre de la société, de l'association. Je vous laisse sur cette image d'un coucher de soleil du Bas-Saint-Laurent où j'habite la plupart du temps. Et